Eh bien, bonjour Patrice, je suis ravie que tu sois avec nous. Bonjour Céline, merci pour l'invitation. Eh bien oui, alors c'est aujourd'hui ensemble, on va parler des outils du mouvement sexe positif au service des relations amoureuses. Oui, Hein. c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je suis contente de pouvoir en parler sur cette plateforme en particulier. D'accord. Est-ce que avant tout, tu peux te présenter, Bien s'il sûr. te plaît? Alors, et je vais prévenir aussi les gens qui sont sur le live qu'effectivement, chez Always Valentine, pour que ce soit plus sympathique, tutoie. Hein. Voilà. Donc, je suis Patrice Fénius, je suis sexothérapeute et thérapeute du couple. Et en fait, Ouais. le terme que j'ai choisi pour regrouper ces deux métiers, c'est thérapeute de l'intime, puisqu'effectivement, moi, je travaille vraiment sur tout ce qui est émotionnel, la sexualité dans sa dimension émotionnelle, parfois traumatique malheureusement. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas soignante en tant que Ouais. sexothérapeute, donc je ne vais pas adresser des points du type les termes qu'on n'aime pas tellement entendre, genre la demi-molle, la demi-sèche. Donc moi, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est plutôt comment on se rencontre, comment on se retrouve, comment on se comprend et comment on a une sexualité, hein. Une sexualité plaisante, mais voilà, sur le point de vue plutôt émotionnel que médical. D'accord. C'est en fait sur le côté effectivement, comment on se rend compte de son intimité l'un avec l'autre pour avoir un moment qui soit agréable, qu'on partage Voilà. ensemble. Qu'est-ce qu'on a comme ambition en fait qualitative et comment on va en parler, comment on va en parler sans tabou pour arriver à quelque chose qui soit plaisant pour les deux et épanouissant en fait. Il y a l'idée Mmh. d'épanouissement, c'est très important Ouais, pour c'est moi. ça, il y a sexualité positive, il y a épanouissement, c'est ça que tu mets toi? Absolument. Et le slogan que j'ai choisi, c'était à bas les injonctions pour en finir avec les tabous et la honte. Parce que c'est vrai que, et tout au long de la vie, parce que moi je travaille, j'interviens aussi en milieu scolaire et pour diffuser ce message, Mmh. l'idée c'est, on a aussi beaucoup d'injonctions en fait dans la sexualité à tous les âges, mais voilà, débarrassons-nous des injonctions et vraiment centrons-nous sur ce dont on a envie, ce qu'on veut découvrir et pour éviter la honte et les tabous. Oui, la honte et les tabous qui, chez nous, chez Always Valentine, c'est quand même la première lutte qu'on met en avant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de ça effectivement avec les personnes vieillissantes, hein, Ouais, où, ouais, ouais. comme tu dis, enfin voilà, le corps vieillissant, l'âge venant, en fait, on dit, en tout cas la société dit, il y a plus de plaisir en fait, alors qu'on peut, et toi tu le dis haut et fort, on peut avoir du plaisir et surtout, il ne faut pas s'en priver. La société, elle n'a pas envie de le voir. Et Ouais, effectivement, on est plutôt sur le corps vieillissant, le corps déficient, mais moi j'ai envie de dire, le cœur reste désirant et le corps peut être expérimenté en fait, de dire vieillissant. Il est expérimenté, donc qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je modifie dans ma sexualité pour continuer à en avoir une tant que j'en ai envie, tant que je le désire. et je trouve ça super. Le cœur désirant et le corps expérimenté, je note, c'est exactement ça, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en fait le mouvement sexe positif, en fait, sexualité positive, si tu veux bien, parce que je suis pas sûre que tout le monde Oui, c'est pas le un connaisse et terme. connaisse la définition. Oui, c'est pas un terme qui est très très connu. C'est une communauté qui revendique l'idée de la sexualité comme quelque chose de plaisant et aussi tout au long de la vie et aussi par rapport à l'expérimentation sexuelle, c'est-à-dire se poser les questions de ce dont on a envie, interagir de manière joyeuse, plaisante avec plusieurs personnes, peut-être plusieurs personnes, et se dire voilà de quoi, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter et comment le faire en sécurité physique, bien sûr, mais aussi en sécurité émotionnelle. Donc, les outils du Sexpo permettent aussi de mettre de la sécurité dans la rencontre, la première rencontre et dans les différentes interactions. C'est ce que j'apprécie. Ouais. Alors, tu dis sécurité dans la rencontre et dans les premières interactions, tu peux développer un peu? Ben, en fait, on a ces, en fait, dans la séduction et la phase de rencontre, on se retrouve souvent dans une situation où apprendre à connaître l'autre, il y a une forme de politesse où on dit on ne peut pas poser toutes les questions. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des non-dits qui parfois même continuent en en début de relation. Donc, Et même plus tard, même j'ai plus- envie de dire dans la relation. oui, oui, puisqu'une fois qu'on s'est enfermé dans ce qu'on pense être les attentes de l'autre,
Ouais. Effectivement, ça peut être une vraie impasse. Donc, un des outils que j'aime bien dans Sexpo, c'est l'outil qui s'appelle RBDSM. Ouais. Donc, c'est vraiment. Alors, c'est les personnes qui sont en sexpo, en général, sont parfois dans des formes relationnelles diverses, pas forcément systématiquement en couple monogame. Peut-être qu'on aura Ouais. l'occasion d'en parler plus tard. Donc, du coup, c'est des personnes qui, en général, font plus de rencontres et parfois au dating, parfois par des applis de rencontres. Voilà. Et en fait, l'outil RBDSM, donc n'a rien à voir avec le BDSM, c'est juste l'acronyme pour retenir. Donc le Ouais. R, c'est le R de dans quelle relation je suis, c'est-à-dire expliquer déjà dans quelle situation on est. Évidemment, oui, j'ai Ouais. pas Dans quelle prononcé les mots de transparence et d'authenticité. Il y a aussi Ouais, ça. quand tu dis dans quelle situation on est, c'est-à-dire si effectivement on est, c'est quoi dans quelle situation on est? C'est-à-dire si on est en couple, si on veut pas être en couple, si on veut être avec plusieurs personnes, c'est Exactement. polyamour, enfin voilà, c'est ces choses-là. Exactement, c'est dire, voilà, quel est mon idéal relationnel et quelle est ma situation actuelle. Donc, ça pose déjà l'idée de la transparence et de l'authenticité, Mhm. de ne pas dire qu'on est célibataire si on est en couple. Ouais, Donc, le exactement. R, ouais, Mais ça semble c'est hyper évident, important ce que tu dis, c'est ça semble hyper évident, important, c'est pour ça que j'insiste. mais ça va mieux en le disant. Donc, oui, le R, c'est voilà, quelle est ma situation actuelle et quel est mon idéal relationnel. Ouais, Le B, donc c'est un B, c'est un acronyme en anglais, c'est le B de boundaries. Quelles sont mes ouais. limites? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Et on en parle. Donc, ça permet de dire, d'expliciter pour l'autre quelles sont ses Oui, limites. Mais pour les expliciter pour l'autre, encore faut-il en avoir une conscience. Donc, ça permet cette réflexion-là, en fait. Donc, c'est le B de boundaries, quelles sont mes limites. Le D, c'est le D de désir, desire mhm. en anglais, mais ça marche aussi en français. Donc, de quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'une relation, je ne vais pas dire platonique, parce qu'on n'est pas dans ce sens-là, mais d'une relation qui sera que des câlins ou d'une sexualité plus... voilà, tous les désirs Oui, peuvent et puis d'une s'entendre. sexualité pénétrante ou non Voilà, pénétrante, enfin voilà, ces choses-là, effectivement. c'est-à-dire se dire que par défaut, je ne vais pas rentrer dans le script qui est si on s'embrasse, alors on va se retrouver à deux dans un lit à avoir une sexualité pénétrative. Exactement. Peut-être, peut-être pas. Parlons-en. Donc c'est ça. Parlons-en et faisons un choix adulte ensemble, en fait. Ouais, Ensemble, c'est ça qui est important, ouais. en transparence, effectivement. Donc Ouais, ça, c'est le D de désir. ouais, Le S, c'est le S de santé sexuelle. Et c'est aussi l'idée de dire, voilà où j'en suis de mes dépistages, voilà, oui, mes dépistages par rapport aux IST, donc c'est santé ouais. sexuelle. Peut-être sur d'autres populations, effectivement, la santé, ça peut être un champ plus large, mais dans l'outil au départ, c'était santé sexuelle. Mais c'est hyper important parce que ça, tu Ouais, sais, la plus. Enfin, moi, je le dis souvent aux gens parce ils sont pas au courant, mais il y a 25% de contamination du VIH qui sont chez les plus de 50 ans d'accord, actuellement en France. 25% du VIH. Ouais, 25%, ouais, ouais. ouais. Les nouvelles contaminations, parce qu'effectivement, ben, moi, l'expérience qu'on a, c'est que les personnes vieillissantes me disent: ah ben non, mais il n'y a pas de risque d'enfant, donc c'est tout. Et puis on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Et effectivement, et encore une fois, la société ne fait pas l'effort, puisque j'en parlais avec des ateliers, des centres de prévention qui disaient: nous, on va faire de la prévention dans les écoles, les Ouais, universités, ouais, en boîte de nuit, mais on ne va pas en fait dans les résidences seniors, on ne va pas voir les centres de troisième âge où les seniors ont des activités. Mais c'est complètement oublié en fait. ouais, c'est invisibilisé parce qu'on n'a pas cette représentation de la sexualité des seniors. Et du coup, comme on manque de représentation, euh, on n'y pense pas. C'est vraiment C'est ça, l'angle mort, en fait. c'est ça. Oui, donc le S de santé sexuelle est vraiment important. Et c'est aussi l'idée d'en parler euh, comme voilà, comme un point comme un autre avant de s'embarquer avec quelqu'un. Mhm. Et le M, c'est le meaning, la symbolique. Qu'est-ce que je donne comme symbolique à cette relation, mais aussi si on s'embrasse, est-ce que ça veut dire qu'on est ensemble? Si voilà, quelle est la symbolique que je mets sur chacun des gestes? Par exemple, si on passe
si on est ensemble, est-ce que ça veut dire qu'on doit aller à Noël dans la famille? Alors, je ne sais pas si la question se pose vraiment pour les seniors, mais voilà. Donc, quelle est la symbolique, quelle est la signification que je mets dans chacune des actions et chacun des gestes que je pose? Donc, ça, l'outil peut avoir l'air lourd comme ça, parce qu'évidemment, ce n'est pas au premier rendez-vous qu'on va tout déballer en mode question-réponse, mais il permet déjà de se poser ces questions pour soi et donc de se rendre compte que les réponses ne sont pas forcément évidentes. Une personne on décide de ne pas passer des vacances ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation. On décide voilà, de se tenir la main dans la rue, ça ne veut pas dire qu'on va habiter ensemble. Quelle signification je mets sur chacune des actions que je pose? C'est hyper important ce que tu dis, parce que moi, je connais beaucoup de femmes qui sont plus âgées et qui disent, moi, effectivement, je veux une relation, mais je veux chacun chez soi, en fait. Je veux plus revivre avec quelqu'un. Et c'est difficile parce que les hommes, au contraire, ont envie, quand ils sont plus âgés, de revenir en couple et on vit à deux. En fait, si on est à deux dans une relation, on vit à deux. Et les femmes, elles, beaucoup moins. Et c'est difficile, effectivement, de l'affirmer comme ça. Et ça, c'est hyper. Et ce que tu dis, c'est ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à l'autre que, moi, mon choix, c'est on est ensemble, mais on est ensemble chacun chez soi. Et cet outil-là, il peut aider. Et c'est pas moins qualitatif. C'est pas je te tiens à distance. C'est de ça dont j'ai besoin, moi, en fait. Exactement, exactement. Et ça me fait penser, alors là, je rebondis aussi sur un autre exemple que j'ai, que souvent, effectivement, cet outil de RBDSM, il pourrait être hyper important pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, où effectivement, ils n'ont connu que la sexualité pénétrative. Et là, moi, je vois le couple, et effectivement, le monsieur, il vient nous voir et il vient nous dire, nous, c'est terminé, c'est complètement terminé, de toute façon, il n'y a plus de sexualité parce qu'il n'y a plus d'érection. Et on voit que alors, il vient nous parler et on voit que la dame, comme il vient de parler, la dame s'inquiète, se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va lui redonner une érection, on va pouvoir avoir une sexualité. Vite, je me sauve et je vais prendre parler. Alors ils n'ont pas discuté et ils ne savent pas qu'il peut y avoir plein de choses différentes et qu'on peut échanger différemment. Et cet outil-là, il pourrait les aider, clairement. Moi, je vois l'intérêt, en fait, de l'utiliser avec des seniors, en fait, sur leur situation. Je veux dire que la dame, parce que la femme du couple se dirait, en fait, elle aurait peut-être l'idée qu'il y aurait quelque chose d'autre, mais elle a peur que toi, tu donnes juste un médicament et que ça reparte. Et que ça reparte de tout ce qu'elle veut plus, puisqu'elle n'a jamais eu ce qu'elle imaginait, ou elle n'a jamais pu dire la sexualité qu'elle désirait avec son conjoint, qu'elle a subi, entre guillemets, parce que c'est vraiment ça, une sexualité pénétrative, alors qu'il y a d'autres, peut-être que ça l'intéressait, mais qu'il y avait d'autres choses qui l'intéressaient aussi et qu'elle n'a jamais auquel elle n'a jamais eu accès, parce que son partenaire, c'était il y a pénétration, il n'y a rien. Non, hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et alors là, tu nous as parlé effectivement de cet outil qui permet de se rencontrer, en fait. C'est ça, de mieux se connaître et de vraiment se rencontrer au sens de la véritable rencontre. Voilà, qui je suis et ce que je veux, c'est ça. Oui, absolument, oui. Et ça, c'est, j'ai toujours le terme ambitieux, en fait, parce qu'on a envie d'avoir des relations. Et voilà, quel niveau d'ambition on met, quel niveau de grandeur, en fait, on met sur en fait, ne nous satisfaisons pas de la base. On peut voir plus grand, en fait, dans les relations. Et c'est ce que j'aime avec le Sexpo. On peut voir, et ce qui est plus satisfaisant pour nous, en fait, j'ai envie de dire dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ce sera d'autant plus satisfaisant pour nous. Oui, c'est pas. Oui. Ok. Et alors, une fois qu'on s'est rencontrés, il faut se découvrir un peu. Alors, est-ce que tu as des choses à nous proposer pour se découvrir? Alors, moi, sur se découvrir, c'est aussi réfléchir à ce dont on a envie et qu'est-ce que c'est que le consentement. Qu'est-ce qu'on met derrière le fait de consentement? Alors, moi, j'interviens, comme je l'ai dit, en établissement scolaire et sur les 2 heures dont je dispose, je fais toujours au moins un quart d'heure, 20 minutes sur le consentement, d'abord leur demandant ce que vous en connaissez. Donc, ils me disent, ah oui, c'est quand les deux sont d'accord, genre, on a compris, c'est fini. Et au final, moi, j'ai un moyen mnémotechnique là encore, qui sont quelles sont les règles du consentement. Et je dis, le consentement doit être
R comme révocable. Donc, bien Ouais. évidemment, on peut changer d'avis à n'importe quel stade. Donc, R comme révocable. Et ça, c'est hyper important que tu le dises. Oui, bah Révocable. oui, c'est révocable. Donc, je prends des petits exemples. Le E, le premier E, c'est le E de enthousiaste. Et ça, c'est pareil, c'est pas oui, pourquoi pas, oui. Et quand je mets enthousiaste en avant, je leur dis, voyez ce que c'est la notion de kiff, c'est la notion d'énergie, en fait. C'est pas un oui, céder n'est pas consentir, comme disent les féministes. Donc, le E dans enthousiaste, j'essaie de l'incarner et leur dire, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut pour les deux. Mhm. Et il va avec le G, donc R-E-G, G de gagnant-gagnant. Ouais. Les deux ont à y gagner, les deux s'y retrouvent. Donc forcément, c'est ça qui fait l'enthousiasme. Les deux savent qu'ils vont avoir du plaisir, les deux savent que ça va les reconnecter. Donc la relation, l'acte, il est gagnant-gagnant. Il n'y a pas d'appréhension de qu'est-ce que va faire, qu'est-ce que je peux imaginer que l'autre va faire alors que je ne vais pas, enfin voilà, qu'on n'en Ouais, a voilà, pas parlé. on sait qu'on est dans un, et c'est pour ça que je parlais de sécurité, donc, et physique et donc émotionnelle. Le L, c'est le L de libre. Pareil, voilà, je suis libre de consentir, ça veut dire la liberté de dire oui, oui, c'est aussi quand on a la sécurité de dire non. Donc voilà, le C'est consentement doit uniquement être comme ça libre. qu'on l'a. Ouais, voilà ça. C'est qu'il y a des limites qui sont posées. C'est effectivement, ça va de pair, tout à fait, effectivement, c'est hyper important. Et le deuxième E, c'est éclairé. Donc, je sais à quoi je m'engage sur ça. Ça me permet de refaire un sujet sur la majorité sexuelle par rapport face aux jeunes et puis sur les schémas de domination. Dans quelle situation on n'est pas libre, dans quelle situation il y a de la contrainte. Et le S, c'est le S de spécifique, c'est-à-dire que je me suis engagée pour un type d'interaction, je n'ai pas tout accepté et donc mon consentement, il est spécifique. Il s'arrête à ce dont on avait parlé. Et donc, je leur dis, j'essaie de leur faire deviner les termes, etc. Et une fois qu'on les a tous au tableau, je leur dis, voyez, voilà, c'est ça qu'on veut. Quoi. On veut un consentement révocable, enthousiaste, gagnant-gagnant, libre, éclairé et spécifique. Donc, vous voyez, on met la barre assez haut, mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut dans la société, c'est ça qu'on veut même dans toutes les interactions, en fait. C'est qualitatif, en fait. C'est l'idée. Oui, oui. Et c'est pas juste dire oui, oui. Et alors, toi, tu as l'exemple, effectivement, de tes étudiants, tes élèves, en fait, hein, voilà, en lycée ou en collège. Et alors, moi, c'est aussi, effectivement, le fait que moi, je pense, du coup, à la personne vieillissante, hein, du coup, de mon côté. Et effectivement, il y a cette question du consentement qui souvent taraude les familles ou les soignants parce que effectivement, la personne commence à avoir un trouble cognitif. Mais alors là, elle est plus consentante en fait, elle accepte pas. Mais si en fait, je pense que il faut le consentement, il va jusqu'à effectivement la seule limite, j'ai envie de dire pour les seniors, c'est quand il y a de la confiance, c'est-à-dire que quand l'autre profite du senior. Et ça, par exemple, en résidence, en EHPAD, ça se voit. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est du bon sens. Et le juge, en fait, parle de bon sens quand il y a des affaires comme ça. C'est-à-dire que si les deux seniors ont l'air souriants, enthousiastes, libres dans leur relation, la foi, c'est que ça se passe bien. Si vous voyez qu'il y en a un, et toi, tu l'expliques aux jeunes, et c'est ça, si tu sens qu'il y en a un qui est contraint, qui a l'air complètement apeuré quand l'autre lui prend la main ou va dans la chambre ou des choses comme ça, et bien là, effectivement, il n'y a pas de consentement. Et c'est vrai que quand je dis éclairé, je souligne la situation face aux violences sexuelles sur mineurs, et je parle aussi rapidement du handicap. Et c'est vrai que moi, ce serait un peu délicat pour moi de dire, voilà, la personne a des troubles cognitifs, où on en est. Et toi, tu dis, étudions les signaux, le non-verbal, le non-verbal qui dépasse la dimension cognitive, en fait. Voilà, hein, parce que l'adulte reste un adulte tout au long de sa vie, effectivement. Hein, c'est ça qui est important. Hein. Et vraiment, vraiment, c'est ça, il faut dire effectivement, le plaisir et la sexualité font partie de l'identité de chacun. Donc, même si effectivement, enfin, il suffit de voir en fait si la personne semble bien ou pas bien. Ça se voit en fait.
hein, et c'est pas quelque chose qui est complètement impossible à voir, et je pense qu'il faut se rassurer par rapport à ça. Après, effectivement, sur ce consentement aussi, et notamment pour les personnes vieillissantes, j'insiste sur le dire que le consentement, ils l'ont jusqu'à la fin, et la seule limite où on peut intervenir, c'est qu'effectivement quand on constate qu'il y a de l'abus de confiance. Alors par exemple, moi j'ai une histoire en tête parce que on en a parlé il y a très récemment, c'est-à-dire que le monsieur, il a 88 ans, il est amoureux de son aidante qui est plus jeune, qui a 40 ans. Et au début, tout se passe bien et donc personne n'a rien à dire. Mais là, à un moment, la famille se rend compte qu'effectivement, le monsieur fait des chèques régulièrement pour réparer la voiture de la dame. Et là, effectivement, là, c'est la limite, effectivement, où on peut se dire, ah là, il y a peut-être un abus et on peut dire quelque chose. Mais auparavant, quand les deux sont consentants et que ça leur dire, il y a vraiment rien à dire. La seule limite chez les seniors, c'est vraiment ça, c'est l'abus. Et de toute façon, c'est la même chose chez les jeunes, c'est l'abus, quel qu'il soit. Exactement. Je dis non et tu respectes pas mon non, tu abuses, point. C'est ça la limite, c'est vraiment ça, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que j'imagine que dans ces cas-là, la famille doit, et aussi, c'est un peu le parallèle avec les jeunes en fait. C'est difficile d'admettre que son enfant entre dans la sexualité. Exactement. C'est d'admettre que ses parents ont encore une sexualité. Donc, voilà, mais ça, c'est aussi une question de représentation. Qu'est-ce qu'on voit dans les objets culturels? Qu'est-ce qu'on voit dans les films? Des personnes entre 18 et 45 ans. Ensuite, maximum, 45 ans maximum. Hein. Voilà, pour les femmes en tout cas. Ensuite, pouf, grand-mère. Oh, oui, grand-mère. C'est ça. Gâteau, et s'occupe des enfants et don de soi. Donc, ça ne nous permet pas d'imaginer. Perd son identité sexuelle, en fait. Ouais. Ah, tout à fait. Et c'est vraiment un gros travail qu'il y a à faire. Et donc, tu insistes sur à juste titre sur le consentement. Et je pense que ça, c'est effectivement un gros travail qui est à faire toujours. Et c'est hyper important. Hein. Et alors, comment, cette découverte, comment on se comprend, comment on échange, comment on communique alors? Alors, quand on avait échangé pour préparer ce live, on avait parlé, je t'avais parlé aussi des 5 langages de l'amour. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup en thérapie de couple. L'idée de dire, on n'a pas tous le même canal pour exprimer ses sentiments. Du coup, parfois, il y a des décalages du fait que, je fais juste une petite parenthèse, parce que j'ai vu la question de Philippe et j'y répondrai après. Ouais, voilà, c'est exactement. Après. Sinon, là, je garde en tête. Donc, on a plusieurs langages de l'amour, plusieurs canaux différents, et on s'attend par défaut à ce que la personne exprime son amour de la même manière que soi. Les poser, en fait, ces différents, les connaître et en discuter, ça permet de dire, ah d'accord, toi, tu ne fonctionnes pas de la même manière que moi, comment on s'adapte? Donc, les langages de l'amour, et ils sont absolument pas hiérarchisés, je vais donner dans un ordre. Il y a le fait de dire des paroles valorisantes, voire d'une part valorisante, soit même galvanisante, en fait. Il y a le fait de partager des moments de qualité. Il y a le toucher physique. Il y a le fait de se rendre des services et le fait de se faire des cadeaux. Donc, il y a des gens, par exemple, ils vont exprimer leur amour par le fait de passer du temps avec la personne, du temps de qualité, et c'est ça qui va être le signal pour eux. D'autres personnes, ça va être plutôt le toucher physique. Et les questions qu'on peut se poser une fois qu'on a listé ça, c'est, voilà, moi, qu'est-ce qui me convient le mieux? Moi, qu'est-ce qui me manque le plus dans la relation? Et demander à l'autre, oui, qu'est-ce qui te manque pour voir dans quelle mesure on peut avancer vers l'autre, parce que parfois, le fait de faire des cadeaux, c'est pas quelque chose auquel on pense, mais si l'autre demande et dit, ah oui, d'accord, c'est ça qui le fait se sentir valorisé, je vais aller sur ce terrain-là, en fait. Oui, je vais faire un compromis, je vais faire un effort pour aller vers l'autre, en fait. Oui, puisque c'est pas forcément une personne qui serait dans le temps de qualité, plus que dans le toucher physique. Ça veut dire aussi qu'elle est plus disponible pour du toucher physique quand il y a eu du temps de qualité. Donc ça, parfois, il suffit de l'entendre, de dire, ah oui, d'accord,
c'est comme ça que j'arrive vers toi. Oui. Sans forcer, mais c'est comme ça que tu te sens valorisé. Du coup, je vais, et ça permet aussi, bien sûr, comme tout est réciproque, de se poser la question, moi, comment ça fonctionne chez moi, qu'est-ce qui fonctionne chez toi. Ouais. Donc, voilà, Ouais. pour se découvrir, moi, je trouve que c'est un outil qui fonctionne bien, même sur des gens qui habitent ensemble depuis, qui vivent ensemble depuis longtemps. Bah oui, ah ben clairement. Tous les cases, elles sont là. Du coup, on m'a dit, ah, ok, mais où suis-je par rapport à ça? Je pense que beaucoup de gens ne se sont jamais posé la question de dire est-ce que oui, voilà, moi, comment je reçois de l'amour, enfin voilà, de quelqu'un, en fait, c'est effectivement quand quand je passe des moments de qualité, quand j'ai une relation physique ou quand il m'offre des cadeaux. Et lui, je pense que très souvent, effectivement, cette communication, elle est vite perdue dans le couple, hein. On se met Ouais, parce qu'il n'y a pas ensemble. de mots à mettre dessus. Mm. Exactement, on se met ensemble et puis bah, moi c'est on fait la télépathie en fait entre souvent les patients, j'ai L'amour. l'impression qu'ils font de la télépathie. Bah si, je sais ce qu'il veut, il sait ce que je veux. Ah oui, comment la Ouais, on se télépathie. dit, bah, c'est comme ça, l'amour, c'est ça. Mais en fait, Ouais, voilà, l'amour, c'est c'est ce ça, qu'on aime l'amour c'est ça. recevoir. Mais c'est pas forcément le même canal que la personne. Mais voilà, qu'est-ce que j'aime, Ouais. comment j'aime recevoir en fait, comment effectivement ça me Ouais. fait bien et quel est mon canal effectivement Ouais. principal, puisque je pense aussi c'est ça ce que tu dois dire, c'est il y a un canal principal et des Oui, canaux pardon secondaires en fait. ouais, ouais, ouais. Donc, les expliciter, ça suffit souvent à poser certaines choses, quoi. À poser Mm. certains Ouais, de principes. simplifier les choses et de se rapprocher encore une fois, parce que c'est vraiment ce travail-là qui est important, c'est de pouvoir se rapprocher, de ne pas Oui, avoir peur avec tout ce que tu nous énumères, tous ces outils, de pouvoir se rapprocher de l'autre puisqu'on se rapproche dans le respect mutuel en fait. oui. Mmh. Si tu veux, on peut revenir à la question de Philippe. Et Tu donc, avais lu. je relis la question Ouais. de pas mal de personnes. La relation de couple est gage de sécurité. Donc, le couple monogame. Quid de la sécurité quand le couple n'est pas exclusif? Donc, effectivement, la- ce qu'on appelle globalement le polyamour, c'est-à-dire se donner la liberté d'avoir plusieurs relations amoureuses en même temps dans la pleine conscience de toutes les personnes concernées. J'insiste. Donc, en fait, le terme exact, ce serait la non-monogamie éthique. Éthique étant important donc en non-monogamie éthique, qu'est-ce qui donne de la sécurité? Euh, la sécurité qu'on a en couple monogame ou celle qu'on croit avoir en couple monogame. En fait, on a cette notion de refuge et de base sûre. Donc, l'idée, c'est qu'une personne avec qui tu es en interaction va, pour, comment dire, pour être pleinement en interaction avec elle, cette personne va être idéalement et ton refuge vers lequel tu reviens quand le monde te bouscule, et ta base sûre, c'est-à-dire un point de départ sur lequel tu peux t'appuyer pour aller justement explorer le monde. Euh, on peut imaginer une situation en polyamour ou en non-monogamie éthique où ces fonctions-là ne sont pas remplies par la même personne. Mais je sais que quelque part dans mon polycule, c'est-à-dire l'ensemble des personnes que je fréquente et même le réseau qu'elles forment avec d'autres personnes dans mon polycule, j'ai des personnes vers qui je peux revenir comme étant une base sûre, j'ai des personnes qui sont plutôt un refuge pour moi, et, je suis aussi refuge pour certaines personnes, et je suis aussi base sûre pour d'autres personnes. La sécurité peut se construire dans un polycule quand tout cela est explicité. Et c'est pour ça que moi, je commence à me méfier de la fausse sécurité du couple monogame qui a parlé de rien, qui Exactement. ont considéré que ben voilà, euh, on habite tous les deux, on fait finance commune, les enfants sont les enfants du couple, effectivement, tout est mis en commun, mais par défaut, de manière totalement tacite. Voilà. Donc ça veut dire que, mais en fait, on a parlé de rien, on n'a rien explicité. Ben oui, Et parce comme que c'est partie du script. voilà, on suit le schéma, donc ça veut dire que, et ça, c'est Ouais. effectivement des fausses conclusions. Et ce que tu dis, et ce qui est vachement intéressant dans cette sécurité positive, c'est ça, c'est qu'on se dit les choses et que les choses sont posées et dites sans difficulté et que ça permet effectivement
d'être véritablement en sécurité, puisque je sais où est ma base de sécurité, je sais où est mon refuge, je sais ce qui est OK, pas OK. Enfin voilà, il y a vraiment ça que tu mets vraiment en avant sur expliciter les choses. Les Sur choses sont expliciter les explicitées. choses, c'est pour ça souvent avec les outils de Sexpo vient la communication non violente, parce que bien évidemment, je ne suis pas naïve. Comme on est dans un milieu où la monogamie est la règle, c'est insécurisant d'ouvrir son couple. C'est insécurisant d'être en polyamour et les autres vous renvoient que c'est insécurisant. Donc, c'est aussi le fait, l'outil de communication non violente. Voilà, on se pose, on discute. J'observe que mon sentiment est, mon besoin non nourri est celui-là, et donc je te fais une demande. Enfin, globalement, c'est ça le script de la communication non violente. Et on en parle beaucoup dans les communautés sexpositives parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Pour parler de la sécurité, et sans parler, ça m'avait vraiment marqué une fois, j'étais allée à une conférence, j'avais assisté à une conférence, et c'était une famille polyamoureuse qui, je ne sais plus dans quel groupe, ils avaient un enfant, mais dans quelle configuration. Et en fait, ils s'étaient posés avant la naissance de l'enfant en disant, bon, moi j'ai besoin de, idéalement, encore avoir 2 soirées libres par semaine. Donc comment on va s'organiser pour faire garder l'enfant? Qui vont être les personnes de référence? Qui va être le parrain de l'enfant et donc qui peut s'engager à le garder 1 fois par semaine afin que nous, on ait soit du temps à 2, soit moi, je puisse continuer mon activité. Et c'était une conférence en ligne. Et dans les commentaires, les gens disaient, mais si j'avais eu ça dans mon couple monogame, l'enfant, il était arrivé, on n'a plus eu de temps, on a paniqué, on n'en avait pas parlé avant, le temps qu'on demande de l'aide, on était déjà en manque de sommeil, etc. Cette famille, j'avais trouvé ça super. Ils s'étaient posé la question, d'une part, de comment accueillir l'enfant, mais en polycule, élargi, pas que des personnes en relation amoureuse, je me rappelle, ils avaient inclus le grand-père, etc. C'était posé avant. Et autre chose, c'était aussi pour la gestion de l'argent. Donc, ils vivaient en, je ne sais plus quelle configuration. Certains avaient des relations entre eux, mais pas tous. Et ils avaient posé quelque chose qui était, voilà les achats qu'on fait en commun. Donc, si on prend une grande table pour le salon, ça c'est en commun, c'est ventilé comme ça. Ensuite, il y a les achats qu'on fait de son côté. Quelle est la part d'épargne que chacun peut avoir? Et donc, on y réfléchit avant. Quand on achète la nourriture, celui qui est vegan, il achète ça. Tout était déjà. Alors après, maintenant, je me rappelle, c'était des Allemands. C'était des Allemands, je ne sais pas ça se passe en Allemagne. C'est peut-être pour ça. Mais quel est le couple monogame qui se met ensemble et qui se dit financièrement quelle est la part d'épargne qu'on va se dégager chacun pour nous garder cette sécurité qui fait que je ne suis pas complètement dépendant si la relation s'arrête. Sur la sécurité économique qu'ils avaient essayé de valider pour tout le monde, j'avais trouvé ça éblouissant. Ouais. On s'éloigne du sujet. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que la sécurité repose sur la complicité, comme dit Philippe, et c'est vrai que tu décris, c'est que les gens, ils sont vraiment ouverts les uns aux autres, complices, et ils échangent sur tous les sujets, permettant effectivement d'amener cette sécurité respective et ce respect. Et donc, je vais encore prononcer le mot d'ambitieux. Oui, la non-monogamie éthique est exigeante et ambitieuse. Après, quand ça nous correspond, c'est bien, mais ce n'est pas que, ce n'est pas juste une pente facile. Mais moi, ça vaut le coup parce qu'on se pose des bonnes questions, on se les pose ensemble, on les challenge ensemble. Moi, et toute relation, qu'elle soit en polyamour ou en monogamie, comme on dit, elle devrait être ambitieuse, comme tu le décris. Et comme effectivement, du fait de ce concept de polyamour, on plusieurs, spontanément, parce qu'on sait qu'on a plus besoin de sécurité, on le fait. Mais je pense que toute relation, quelle qu'elle soit, devrait être ambitieuse comme ça, en fait. Sur les finances, enfin, on l'a vu, moi j'ai lu sur le genre et l'argent, en fait, comment la gestion des finances peut être genrée et comment on peut manquer d'intelligence ou d'éducation financière. La notion de comment on épargne, si on souhaite épargner, il y a
beaucoup de couples qui la questionnent ou qui la constatent, ou qui s'y heurtent au moment de la rupture. Et là, c'est des drames, en fait. Qui avait Ouais. le compte était au nom de monsieur, et donc après, voilà. Ouais. Donc Et la c'est pour tout. sécurité, oui, la sécurité dans un contexte non monogame, elle se questionne, elle se pose, elle n'est pas d'emblée, mais on y arrive. Mm, mm. Donc On y je sais arrive pas. parce qu'on arrive aussi à décrire un désir partagé, en fait. C'est un peu Oui, voilà, c'est ça ce qu'il disait différent, aussi. c'est ça. Bien sûr, Ouais. ça part du fait que les deux ont envie de ce type de relation. C'est pas quelque chose qui peut Ouais. s'imposer. Mm, mm. Ouais. Super. Et alors, il y avait un dernier outil dont tu m'avais parlé qui était le 10 plus 10 plus 10 pour se Ouais, celui-là, retrouver. j'aime bien. Ouais. En plus, tu viens. Vas-y, Je les aime tous, fais-nous mais celui-là, partager j'aime bien. tout ça. Ce qui est énorme, c'est que tous ces outils-là, sexualité positive, mais c'est des outils que et je le répète encore, hein, chaque couple, chaque relation, en fait, quelle qu'elle soit, voilà, Ouais. peu importe, devrait se poser pour avoir une relation ambitieuse et que ça devrait être la base, effectivement, d'une relation. Ouais. C'est-à-dire, j'ai envie d'une relation ambitieuse, je vais parler de tout ça et je vais utiliser tous les outils que tu nous donnes, en fait. Mm. Oui, donc le 10 plus 10 plus 10, c'est parfois les couples viennent dans mon cabinet à un stade où euh, la sexualité grince et grippée, je dirais. Et du coup, par exemple, la différence de libido fait un fossé entre les deux. Et l'outil 10 plus 10 plus 10, c'est l'idée de dire on se retrouve, on passe 10 minutes dans les bras l'un de l'autre, sans rien dire. 10 C'est long. minutes, c'est long. C'est long, sans rien dire. Ensuite, un premier partenaire qui a été déterminé va parler et l'autre pendant 10 minutes. Et l'autre ne doit pas le couper. Et souvent, quand quelqu'un vous parle, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez devoir répondre. Mais là, sur 10 minutes, on ne peut pas répondre point par point. Donc, et dans les couples, il y a toujours un des deux qui est moins à l'aise, en fait, avec le fait de s'exprimer. Donc, cette personne doit parler 10 minutes, en sachant qu'elle ne va pas être interrompue, ce qui peut être un grand luxe, en fait. Donc, on vient de passer 10 minutes dans les bras de l'un de l'autre sans rien dire. C'est comme, l'idée, c'est un peu de faire fondre une forme de carapace, je trouve. Ah, tout à fait. Et ensuite, le premier partenaire parle pendant 10 minutes, et ensuite, l'autre partenaire parle, ne lui répond pas, mais parle. Donc, je pense que ça peut vraiment rapprocher les couples qui sont soit qui sont dans un rythme effréné et qui du coup essaient de se rapprocher par la sexualité, mais du coup ils n'ont pas le temps. Donc la sexualité arrive peut-être d'une manière trop brutale pour l'un des deux. Oui, puis une Et sexualité pas puis, parlée aussi, voilà, un peu comme ça, pour essayer de raccrocher quelque pour essayer de, chose. voilà, pour retrouver une connexion qui existait avant. Et ça peut être aussi intéressant pour des gens qui ont envie de se retrouver, mais avec une espèce de passif grandissant. Et du coup, j'aime bien l'image des 10 premières minutes comme un peu qui ramollissent avant de pouvoir parler. Et Ouais. avec le contact, parce que c'est 10 minutes dans les bras l'un de l'autre, donc on est quand même avec du contact. Mm, mm. Ouais. Je pense que c'est 10 minutes, effectivement. Quand on a Ouais. l'habitude 10 minutes dans les bras de l'un de l'autre, ça doit être quand même déjà quelque chose, une expérience qui est particulière. Ouais. Hein, c'est se donner 10 minutes dans les bras de l'autre sans parler, effectivement, c'est se donner pleinement à l'autre aussi. Et ça, c'est Ouais. pas effectivement quelque chose qu'on fait Pour fréquemment. faire. Et comme tu dis, les 10 minutes ensuite où l'un est récepteur et l'autre est émetteur, effectivement, le récepteur peut, en ayant cette contrainte de ne rien pouvoir dire pendant les 10 minutes, est quand même plus à l'écoute de ce que l'autre Ouais. dit. Et c'est ça qui est important. Il force un moment, comme il peut pas, il se concentre finalement sur ce que l'autre dit. Et il sait qu'il va avoir son temps, ou ce ne sera pas forcément pour répondre, mais il sait qu'il va avoir son temps aussi. Donc, voilà, exactement. Et ce qui est important, c'est ça, peut c'est que c'est ouvrir pas les forcément, son temps n'est pas forcément pour répondre. Son temps est oui. aussi pour émettre. Chacun Oui. est émetteur. Il n'y a pas forcément, voilà. C'est juste, j'accueille la parole de l'autre et je peux à la limite voir ce que ça me provoque comme ressenti, comme émotion. Oui. Mais je suis pas obligée de répondre quelque chose. Et ça, c'est aussi important.
important pour les personnes de dire je suis pas obligée de répondre quelque chose, j'entends ce qu'il me dit et pour l'instant je l'accueille et on verra plus tard, parce que souvent ce qui se passe c'est ça, c'est quelqu'un me dit quelque chose, je lui réponds et je lui réponds sans vraiment, enfin voilà, avec des schémas de pensée qui sont prédéfinis en fait. Je prends pas le Ouais, je temps suis déjà en effectivement train de d'essayer de réfléchir. savoir ce que je vais répondre. Je suis déjà en train d'essayer de savoir, Exactement. donc j'ai arrêté d'écouter. Exactement, exactement. Et ça, c'est quand même hyper important en fait de se dire, c'est encore une fois l'idée de prendre du temps pour la relation et d'être ambitieux dans une relation. Oui, Hein. ouais, Moi, je trouve que ouais. c'est un peu Et encore une fois déconnecté ça. avec une dimension de toucher, mais déconnecté de la Ouais, sexualité. ouais, Si l'enjeu c'est ex- la sexualité, c'est ça qui grince. Bah, du coup, là, on a quelque chose où il y a du toucher, ou du rapprochement, mais c'est déconnecté de la sexualité. ouais. Tu permets en fait aux personnes de se rapprocher effectivement à la fois sur le plan corporel et à la fois sur le plan, je veux dire, intellectuel entre guillemets ou rationnel, puisqu'ils parlent en fait. Il y a vraiment ces deux Oui, rapprochements oui, sans enjeu derrière, sans oui, enjeu. C'est vraiment ça en fait. C'est ça oui, qui est hyper absolument. important. Ça dédramatise en fait Le l'échange. rapprochement, oui, ça va Ouais. dédramatiser le rapprochement quand il est trop chargé souvent pour l'un des deux. Alors, je vois qu'est-ce qui est écrit? Un peu de provoque. Et si l'amour était un enfant bohème qui n'a jamais connu de loi? C'est paradoxal. Moi, c'est vrai que c'est un mot, amour, que j'utilise très peu dans ma Ouais. pratique parce que il est tellement polysémique que du Mm. coup, c'est pour ça que je préfère. Et quand j'ai découvert les termes de base sécure et de refuge, euh, c'est euh, c'est une essayiste qui s'appelle Jessica Fern. Je pourrais donner les références. Et le livre Ouais. est qu'en anglais. Le livre est qu'en anglais. C'est un livre qui s'appelle Polysecure. Donc, c'est là comment trouver la sécurité dans la non-monogamie éthique. Et en fait, j'évite d'utiliser le mot amour parce que il y a tout et, enfin, pas tout, tout et son contraire. Pas tout et n'importe Si, quoi. si. Tout et son Oui, tout et contraire. son contraire, oui. Voilà. Même si c'est pas n'importe quoi. Du coup, quand on dit amour, on croit qu'on se comprend, on parle pas de la même chose. Du coup, amour enfant de bohème, je ne sais pas, mais Mais effectivement, base sécure, refuge sécure, c'est quelque chose dans voilà, une belle sécure relation, et effectivement. refuge, ouais. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi que ces termes-là, amour, ils sont galvaudés parce que, encore une fois, chacun y met ce qu'il veut dans sa tête Ouais, derrière. Et si on n'a pas ce temps que vous pouvez avoir en polyamour et qui serait, encore une fois, je le répète, bien toutes les relations et qui améliorerait toutes les relations, effectivement, ouais, quelles qu'elles soient, et ben ça veut tout et rien dire parce qu'on ne s'est pas ouais, posé sur quels sont nos accords dans notre relation sur ce sujet-là, ce sujet-là, ce sujet-là. Où est-ce qu'on va ensemble, en fait? ouais. Donc, donc voilà, sans vouloir, Philippe, ne pas répondre, mais c'est vrai que c'est pas que de la rationalité, c'est aussi pour savoir de quoi on parle. Ouais, je pense. Et ça amène de la sécurité parce que au Ouais, moins, je sais que l'autre m'a compris et que je suis compris ou comprise par l'autre, que je comprends l'autre aussi, et on est bien dans le même, on a bien la même idée de ce qu'on veut et on avance ensemble là où on a souhaité avancer ensemble, oui. en fait. Super. Alors moi, je suis ravie hein, de tes échanges. Alors, moi, j'ai accès, alors je ne sais pas si tu as accès, j'ai accès à tous les membres des participants. Donc, je sais qu'il y a plus que Philippe qui est avec nous aujourd'hui, D'accord, moi je puisque vois pas. Ouais. eh ben oui, toi, tu vois que la discussion, tandis que moi, je vois les gens. Et donc, surtout, je les invite, s'ils ont des questions, parce que parfois, c'est un peu gênant de poser des questions quand on est comme ça en live, à pas hésiter à les envoyer sur contact@alwaysvalentine. Et si tu en es d'accord, moi, je te transmettrai ces questions-là, Oui, s'ils ont des absolument. questions particulières par rapport à tout ce que tu nous as dit. Ensuite, moi, ce dont on vient d'échanger, ça a beaucoup de liens avec ce que nous, on veut faire et ce qu'on est en train de mettre en place chez Always Valentine avec nos ambassadrices Always Valentine qui Oui, pourraient porter ces paroles-là et porter effectivement tous partie de ce que tu viens de dire. Et j'ai envie de leur dire à tous les participants et les participantes qu'effectivement, pour devenir ambassadeur ou ambassadrice d'Always Valentine, il faudra effectivement faire une formation d'une semaine et Patrice viendra de cette formation
pour tout ce qui est effectivement sur les outils de la sexualité positive et sur ce qui est autour du consentement, parce que je trouve qu'elle l'explicite très bien et qu'elle permet de mettre en exergue, même si on n'est pas dans le polyamour, les choses qui doivent être mises dans n'importe quel type de relation, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que pour le consentement, dans les communautés sex-positives, on refait toujours des ateliers, et ça peut être des ateliers, là, je vais participer, moi, à un atelier consentement, le 15 janvier, c'est 4 heures, quoi. Ouais. Parce qu'on va être en groupe, on va jouer, etc., apprendre à dire non, apprendre à ressentir qu'on a envie ou pas envie, et aussi apprendre à accueillir le non, et remercier de la confiance que la personne vous fait, en vous disant non. Alors ça, c'est énorme, tu vois, c'est toujours vers la fin, quand on va fermer la porte comme là, que les choses sortent, mais apprendre à dire non, déjà, ça c'est essentiel. Et plein de gens apprendre à exprimer son désir. Moi, c'est mon premier atelier, donc toujours en tant que participante pour le moment, mon premier atelier consentement, c'était, il fallait aller vers d'autres, c'était quoi, 25 à peu près, et demander quelque chose. Et ben moi, demander quelque chose, puisque comme socialisée comme femme, j'ai pas l'habitude d'exprimer mon désir. Et pour là, c'était sécurisé. On était entre nous, c'était un jeu. Je me suis rendu compte que ça, c'était compliqué. Et ensuite, dire non, ça, c'est pas trop, pour moi, ça, c'est pas forcément un problème. Et aussi accueillir accueillir une réponse négative en étant, la personne me dit non, donc ça veut dire qu'elle est suffisamment en sécurité et en confiance pour me dire non. Et donc, il y a la fameuse phrase où quand on la ressent, on sait qu'on y est, c'est merci pour ce non. Oui, et ça c'est énorme. Effectivement, quand on en sera là, effectivement, partout, ce sera super. Ouais, effectivement. Oui. Et alors toi, tu as de la chance, effectivement, de dire, pour moi, c'est pas trop difficile de dire non. Mais moi, je reçois quand même beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal, à la fois dans ma pratique de psychiatre ou de médecin sexologue, et qui ont beaucoup de mal à dire non. Et c'est quelque chose qui est vraiment dramatique. Hein. Et ça semble effectivement, enfin, ça a des connotations, en fait, alors que c'est juste le respect de soi, et c'est ce que je dis, hein, et que d'une relation, ça commence par le respect de soi. Sinon, c'est pas une relation. Si on se respecte pas, on peut pas respecter l'autre, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Questionner ses désirs, en avoir conscience, les valider, les valoriser. Ça commence par soi. La sexualité, ce que je dis aux jeunes, la sexualité, ça commence par soi. L'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, puisque accepter ses désirs, c'est-à-dire en dehors de tout ce que la société peut nous obliger à avoir comme désir, et vraiment s'écouter. Et c'est un travail aussi hyper important. Absolument. Ben, écoute, c'est super. Je te remercie beaucoup, Patrice. Puis, je te dis... voilà. Mais oui, je vais dire à tout le monde que c'était ton premier live comme ça, et que Patrice a beaucoup d'appréhension, mais que ça s'est hyper bien passé, qu'on la remercie encore. Ah oui, c'était super. J'ai passé un bon moment à parler de choses qui me tiennent à cœur. Et ça se sent, puisqu'en fait, tu sais, tu t'arrives à les expliquer très facilement. Donc, ça se sent que c'est quelque chose, effectivement, que tu as envie de porter. Et on est ravis que tu aies pu le porter sur Always Valentine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis aussi à tous les gens qui étaient avec nous, même s'ils n'ont pas parlé. Mais à très bientôt aussi. Hein? Allez, je vous souhaite bonne fin de week-end et à bientôt sur Always Valentine. Oui, merci Patrice. Au revoir. Au revoir.